Voilà. Oui. Bonjour mes amis. J'ai l'habitude de présenter des documents de musique, etc. Mais aujourd'hui, je voulais présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique. Bon, je vais être un petit peu bref parce que je ne dois pas enregistrer trop longtemps parce que le fichier, ça sera trop long. Bon. Ce que je voulais présenter, c'est quoi? C'est quoi? Ok. On se calme et puis on va réfléchir ensemble. Beaucoup de scientifiques essayent d'expliquer l'origine de l'univers. Très bien. Il y a deux théories. La première, c'est que certains scientifiques parlent de la théorie du Big Bang. Très bien. Elle explique cette théorie rapidement. C'est-à-dire que, bon, avant l'explosion qui a généré tout l'univers, et ça s'est prouvé scientifiquement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de temps. Même le temps n'existait pas. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'instant où la déflagration a eu lieu et ce qu'on arrive à calculer maintenant avec tous les satellites et tous les physiciens et tous les scientifiques du monde ont découvert et se sont arrêtés de ce qu'on appelle le temps de Planck. Je l'explique. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 38 secondes. 10 puissance moins 38, c'est-à-dire 10 puissance moins 38, c'est l'échelle de Planck qui a été écrite par le très fameux Max Planck. Voilà. Mais avant ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait très bien que la déflagration a été générée d'un truc, je ne sais pas comment l'exprimer, plus petit d'une tête d'épingle, tu vois. Alors, clin d'œil, ce clin d'œil, voilà, tout a explosé. Bon, ça, c'est la théorie des Big Bang. Et après, voilà, le temps a commencé à s'écouler. Maintenant, donc, après le temps de Planck, le temps réel que nous connaissons, les secondes, les minutes, etc., existe, et les matières existent. Et puis, on a découvert toutes les particules élémentaires qui composent tout l'univers que nous connaissons. Il y avait une pièce manquante, et le fameux physicien Peter Higgs, qui vient de l'Écosse, a prédit la découverte de cette particule, et avec le collisionneur du CERN entre la France et la Suisse, on a découvert que la particule du Higgs existe. Donc voilà, bon, de toute façon, la matière et le temps existent, mais ils cohabitent. Bon, deuxième théorie, qui est encore plus compliquée que ça, vient contredire la première. Ça s'appelle la théorie des cordes. C'est la théorie des cordes. Ça veut dire que l'univers repose sur un plan à juste deux dimensions. Je m'explique très rapidement parce que la vidéo doit passer. Le fameux YouTube ne veut pas me faire passer des vidéos qui sont trop longues. Bon, voilà, la feuille, voilà, cette feuille-là, elle est en deux dimensions, hein, X, Y, voilà. Et la fameuse théorie des cordes décrit que tout l'univers repose sur deux dimensions et il est truffé de ce qu'on appelle les tores. Les tores, c'est quoi? Bon, je dois être rapide. Ça a été décrit par le fameux mathématicien Henri Poincaré en 1903, qui a posé ce qu'on appelle une conjecture. Une conjecture, c'est un truc mathématique qu'on doit démontrer. Ça s'appelle la conjecture de Poincaré. Il a posé dans cette conjecture-là comment prouver que toutes les matières, tout ce qui nous entoure, peut être représenté dans une sphère à trois dimensions. Je m'explique. Prenez un cube. Voilà, un cube. Voilà.
Prenez une sphère. Bon, j'ai cherché à la maison et je trouvais que le parfum du moment, ils sont très bien déjà, mais refaisons une sphère. Voilà. Imaginez comment on peut faire rentrer ça dans ça. Ou bien comment représenter plutôt ça en ça. 100 ans après, un brillant mathématicien russe qui s'appelle Pellerman, Grigory Pellerman, a démontré que la conjecture de Poincaré existe. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure peut être représenté par une sphère à 3 dimensions. C'est là où est tombée la théorie des cordes. Alors, la sphère là, imaginez qu'on la compresse, ça donne ce qu'on appelle un tore. Alors, théorie des cordes dit que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, voilà, tout l'univers repose sur un plan comme ça, à 2 dimensions, mais truffé de tores, comme ça, de sphères comme ça, mais des sphères compressées à 3 dimensions. Et puis, voilà, c'est ça la théorie des cordes. Pourquoi on appelle la théorie des cordes? Parce que tout tore, toute sphère, prenez une ficelle, voilà, entourée, ça vous donne une corde, c'est ça, ça fait la théorie des cordes. Bon, de toute façon, c'est ce qui existe maintenant sur la physique et la métaphysique et la topologie, en topologie mathématique et géométrique aussi. Et je vous conseille de consulter quelques documents de beaucoup de savants. Moi j'apprends avec eux. Il y a les frères Bogdanov, Igor Gichka, il y a les très fameux mathématiciens indiens qui ont prénommé l'Abdul-Jabbar. Il y a les fameux physiciens américains qui travaillent à la NASA, etc. Moi, jusqu'à présent, ils sont pour la théorie des cordes. Bon, la théorie des cordes, donc voilà, tout repose sur un plan à 2 dimensions avec, voilà, des tores, ce qu'on appelle des tores. C'est comme un Pac-Man, tu vois, un Pac-Man, il sort par là, il rentre par là, il sort par là, il rentre par là, il sort par là, il rentre par là. Bon, revenons au mouton. Alors, est-ce que la théorie du Big Bang, qui est vraie, ou là, la théorie des cordes, qui est vraie. À mon avis, moi je suis un modeste médecin, mais je m'intéresse beaucoup à ça. Mais pour moi, la théorie du Big Bang, elle est beaucoup plus sérieuse. Parce que si on arrive à expliquer, à trouver qu'est-ce qui s'est passé entre l'instant 0 et le temps de Planck, qui est 10 moins 38, 10 puissance moins 38 secondes, tu vois, ce qui s'est passé là, on trouvera la solution. Wallahu a'lam. Voilà, m'excuse.